Carnot Tessier, bonjour et merci pour votre accueil à la Fondation Charles de Gaulle, rue de Solferino à Paris, située notamment juste à côté de la grande chancellerie de l'Ordre de la Légion d'honneur. Vous êtes haut fonctionnaire, historien et une référence notamment sur Charles de Gaulle. Vous avez écrit de nombreux livres à son sujet, dont le dernier, Charles de Gaulle, L'angoisse et la grandeur, est paru aux éditions Perrin en 2024. Aujourd'hui, je vous propose de consacrer cet entretien à la vie de Charles de Gaulle à travers 10 thèmes, de sa naissance à Lille à son héritage politique, toujours d'actualité. Donc pour ce premier thème, c'est le thème de l'enfance. Charles de Gaulle est né en 1890 à Lille. Il est le fils d'Henri de Gaulle, que François Kersaudy décrit comme un féru d'histoire, de littérature, de philosophie et de mathématiques. Sa mère, Jeanne de Gaulle, née Maillot, est une femme décrite comme réservée, rigoureuse, avec un sens aigu des convenances. Que peut-on retenir de l'enfance de Charles de Gaulle au milieu de ses parents et de ses 4 frères et sœurs? Je crois qu'il le dit effectivement au début des mémoires de guerre. De Gaulle est quelqu'un qui ne s'appesantit pas sur lui-même, contrairement à la mode actuelle. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup de lui, et ses mémoires qu'il a baptisées mémoires de guerre parlent très peu de lui et très peu de sa famille. Mais il y a 2-3 pages au début, quand même, où il parle de son enfance très, très fugitivement, de ses parents, de ses frères et sœurs, et c'est assez touchant parce que en quelques lignes, il montre qu'il y a un lien entre toute sa vie et son milieu familial, l'éducation qu'il a reçue, c'est-à-dire une éducation traditionnelle, catholique, imprégnée d'histoire, d'esprit patriotique, qui est un petit peu d'ailleurs c'est un type d'éducation qui est assez répandu dans son milieu, parce qu'il naît en 1890, c'est la génération qui a suivi la défaite de 1870, qui est plutôt la génération de son père, et donc la grande humiliation qui a été la défaite de 1870. Et De Gaulle fait partie de ce qu'on a appelé la génération d'Agathon, c'est-à-dire ces jeunes gens qui avaient 20-25 ans en 1914 et qui ont grandi dans le souvenir de la défaite de 1870 et dans la volonté de prendre la revanche sur l'Allemagne et de redresser l'honneur du pays. Donc le milieu familial, plus l'ambiance générale, je dirais, de son milieu social, a beaucoup joué. Et au début des mémoires de guerre, il y a aussi une phrase très jolie où il parle de sa sœur et ses frères en disant que enfants, ils ont grandi vis-à-vis de la France dans une sorte de fierté anxieuse. Fierté anxieuse, c'est-à-dire à la fois effectivement l'idée qu'ils appartenaient à un grand pays, une grande histoire, et anxieuse parce qu'ils avaient le sentiment que la France était fragile, qu'elle pouvait mourir, et que leur devoir était d'éviter cela. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai repris un peu l'idée dans le titre de mon livre, L'angoisse et la grandeur, parce que De Gaulle est quelqu'un qui, d'une certaine manière, a vécu toujours dans l'angoisse du déclin, de la disparition de la France, qui était une angoisse en même temps collective, et qu'il a pris en charge pendant toute sa vie. Donc l'angoisse, c'est quelque chose qui a accompagné De Gaulle, mais qui, au lieu de l'amener à l'inaction ou à la résignation, l'a conduit à une action perpétuelle, puisque sa vie n'est que une longue série d'actions et d'entreprises, toujours tendues vers le même but, qui est la dignité et la grandeur du pays et l'indépendance du pays. Donc tout ça, De Gaulle en était conscient que tout ça vient de ce milieu ambiant, de cette enfance, de cette adolescence. Et le père a été une influence énorme parce qu'il a été fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, professeur, il a dirigé une école libre, il connaissait, il a fait lire à De Gaulle les grands auteurs du temps. Son père a eu une énorme influence sur lui et on le voit à travers les lettres qu'ils ont échangées jusqu'à la mort de son père. Il était très attaché à son père. Plus qu'à sa mère ou Oh, le il était rapport très était... attaché à sa mère aussi. Il a aussi très belle correspondance, notamment quand il est en captivité. Il correspond avec ses parents. Et ensuite, pendant toute sa vie, toute la vie de ses parents, il s'est confié à eux dans ses lettres. Et il parle. C'est étonnant parce que, et quand il est en captivité, il parle de ces petits détails matériels parce que ses parents essaient de lui faire passer de l'aide, des habits, etc. Mais il parle aussi de l'actualité, de la guerre, de l'après-guerre. C'est quelqu'un qui est très libre avec ses parents. C'est quelque chose aussi assez intéressant. Il est très respectueux, mais ce n'est pas du tout une famille coincée, hein, je crois. Et quand on a des souvenirs sur leur enfance, sur leurs vacances à la campagne, au bord de la mer, dans le Nord, c'est pas une famille, il ne faut pas voir la famille de Gaulle comme une famille un peu coincée, une famille bourgeoise un peu rigoriste. De Gaulle n'a eu aucun problème pour s'épanouir dans son caractère, dans ce milieu familial. Je ne dirais pas que c'est une bourgeoisie décontractée, ce serait à la fois un anachronisme, ce serait excessif,
Mais en tout cas, je pense qu'il a été heureux avec ses parents, il a été heureux en famille. Je crois que ça se sent. Alors justement, on passe de l'enfance à l'adolescence, donc les années 1900. Après ses 10 ans, comme tous les petits garçons de son âge, Charles joue au soldat de plomb avec ses frères Pierre et Jacques. Je le cite, Pierre était l'Italie, Jacques l'Autriche, quant à moi j'étais toujours la France. Donc dès son adolescence, on voit que son patriotisme ne fait aucun doute, c'est certainement son héritage familial. À partir de ses 14 ans, il choisit la carrière militaire et en 1909, il est reçu à l'école militaire de Saint-Cyr. En quoi l'armée a effectivement forgé sa personnalité entre ses 14 ans et ses 20 ans? Ça a été quelque chose de capital pour lui, parce que ça lui a donné un cadre, et que, en fait, c'est à partir de sa pensée militaire et de sa conception de la guerre qu'il va former sa conception de la politique, de l'homme, des élites. Donc ça, je pense que c'est un point sur lequel on peut insister. Oui, effectivement, quand il est adolescent, il aime les jeux guerriers, il écrit même des petites nouvelles. C'est vrai qu'il a toujours une sorte de destin héroïque. Alors, il faut faire un petit peu attention parce que souvent, les historiens ou les biographes, quand ils évoquent le De Gaulle adolescent, justement, aimant un peu la castagne, prenant toujours le parti des bons, se dessinant une sorte de destin par avance, on a tendance à voir en De Gaulle quelqu'un qui finalement toute sa vie et dès l'enfance était un peu, non pas mégalomane, mais avait une haute idée de lui-même et de son destin. Alors il avait une idée de lui-même qui était tout à fait, il avait sans doute une forme de haute idée de lui-même, il avait certainement le sens de son destin et de son étoile, mais il ne faut pas plaquer, parce qu'on a tendance à plaquer sur le De Gaulle adolescent le souvenir que donne le contraste, enfin on part du De Gaulle que l'histoire a connu, du De Gaulle chef d'État, du De Gaulle homme du 18 juin, du De Gaulle chef d'État. On a tendance à projeter un peu sur son enfant. Mais en réalité, les jeux guerriers, c'était courant. Aujourd'hui, on a du mal à l'imaginer. Mais même ma génération, je vais avoir 67 ans, quand j'étais petit et adolescent, on jouait à la guerre. C'est récent, cette disparition dans les jeux enfantins, dans les jeux d'adolescents, des jeux guerriers, des armes postiches. Il y a eu un petit peu la période des jeux de stratégie dans les années 70. Mais à l'époque, c'était courant, en fait. Donc je ne pense pas qu'il faille voir en De Gaulle le De Gaulle adolescent, une sorte de préfiguration automatique de ce qui sera plus tard. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est possédé par l'histoire. Je crois que c'est ça qui est important de comprendre. Et c'est pour ça que l'armée lui paraît la plus grande chose du monde, parce qu'il est pénétré du souvenir des grandes gloires militaires. De Vauban, Napoléon, bien sûr, ou les grandes figures de l'État qui sont aussi des grandes figures militaires, comme Richelieu, le siège de La Rochelle. Richelieu est un homme de guerre. Donc, pour lui, la France a une histoire. Cette histoire était pour beaucoup une histoire guerrière, et c'est le contraste entre la grandeur de cette histoire guerrière, les actes héroïques, la force du soldat, et cette défaite de 70 qui se traîne, comme toute sa génération, derrière lui. C'est ce contraste qui fait qu'il est singulièrement, je pense, attiré par la carrière des armes, même si à un moment donné, au début, il avait été tenté par d'autres types d'études, et puis finalement, il s'est dirigé vers Saint-Cyr, parce que c'est la nécessité. Il y a un auteur que De Gaulle lit à l'époque déjà, et qui va avoir beaucoup d'influence sur sa formation intellectuelle et la formation de son caractère, c'est Charles Péguy. Charles Péguy est né en 1871. Lui, il est né de la génération d'avant, mais il est né immédiatement au lendemain de la défaite de 70. Ça a été un peu un anarchiste, socialiste anarchiste, mais en même temps, il est très patriote. Il est officier de réserve et Péguy va mourir parmi les premiers dans la guerre de 14 à la tête de ses troupes, à la tête de ses hommes, jeune officier, d'une balle dans le front. Et Péguy écrit à l'époque « Nous sommes un peuple de vaincus ». Et Péguy n'écrit pas cela pour dire se battre sa coulpe, il dit nous sommes de pauvres gens, il dit nous sommes un peuple de vaincus parce que nous avons été battus, mais nous devons dépasser cet échec, et notamment nous devons le dépasser par la revanche sur l'Allemagne, qui pour Péguy n'est pas seulement une guerre de nation contre nation, mais c'est une guerre pour la civilisation contre ce qu'il estime être l'impérialisme allemand et une certaine forme de barbarie. Et De Gaulle s'inscrit tout à fait dans cet esprit. Et là aussi, il n'est pas tout à fait forcément... il ne se confond pas dans la masse parce qu'on a des travaux historiques qui montrent la génération d'Agathon, de l'enquête d'Agathon, celle que j'évoquais tout à l'heure, celle qui va aller se battre en 1914, celle qui a 20 ans avant la guerre de 14. En fait, il y a eu un peu moins
d'enrôlement dans l'armée à mesure que la guerre approchait, sans doute parce qu'à mesure que la guerre devenait quelque chose de plus physique, et donc le danger, les difficultés, il y a eu un petit tassement des vocations en fait. Ce n'est pas tout à fait conforme à l'idée de la guerre où on partait joyeux et frais, sûr de la victoire. Et De Gaulle, lui, il persiste. Il veut vraiment se battre. Il veut se battre et il a trouvé sa voie incontestablement. C'est un soldat, il ne faut pas l'oublier, De Gaulle, même si ensuite il aura avec l'institution militaire des rapports plus complexes. Oui, vous faites très bien la transition avec justement le fait que la Première Guerre mondiale éclate. Alors que la Grande Guerre démarre en 1914, De Gaulle est lieutenant. Le 15 août 1914, à la tête de sa section, il s'engage sur le pont de Dinan et il écrit « J'ai l'impression que mon moi vient à l'instant de se dédoubler, un qui court comme un automate et un qui observe avec angoisse. » Déjà l'angoisse, en fait, on le retrouve aussi avec le titre de votre livre. Se rêvant en général l'affront de la défaite de 70, comme vous disiez, De Gaulle est malheureusement fait prisonnier en 1916 alors qu'il se bat à Verdun. Il passera le reste de la guerre en captivité. Quel impact cette captivité aura sur le jeune De Gaulle et que retenir de ses engagements à l'issue de la Grande Guerre entre 1918 et 1920? Un impact énorme, ça aurait un impact énorme parce qu'il se bat pendant la première partie de la guerre, il est blessé plusieurs fois, assez grièvement d'ailleurs, et puis il est fait prisonnier. On l'a cru mort d'ailleurs dans un premier temps, il est porté disparu, on croit qu'il est mort, et puis en réalité ensuite on apprend qu'il est prisonnier en Allemagne, et il va être prisonnier pendant 2 ans et demi. Et pour lui ça va être un supplice, ça on le sait par ses lettres, et puis on le sait par ce qu'il en a dit ensuite. Pour lui c'est un supplice d'être prisonnier, prisonnier de l'ennemi, et de ne pas pouvoir se battre. Et cette frustration aura une conséquence psychologique énorme sur le tempérament de De Gaulle. D'abord, dans toute sa carrière politique, dans sa carrière d'homme public qui va commencer vraiment en 1940, il devient un homme public, un homme d'État en 1940 quand il va à Londres et qu'il prend la tête de la résistance, il sera obsédé par l'idée du temps perdu. Pour De Gaulle, il ne faut pas perdre de temps, parce qu'il aura le souvenir de cette captivité interminable où il a eu le sentiment de perdre son temps alors qu'il pouvait se battre, etc. En même temps, c'est une période qui va être pleine de profit pour lui, parce qu'il va lire, énormément lire et réfléchir. Comme il est officier, comme il lit l'allemand, il a la capacité d'abord de se documenter sur les événements de la guerre, et il sait faire la part des choses de la propagande, de la presse allemande et de la réalité. Et puis, il peut lire, réfléchir, il écrit des petites conférences pour ses camarades de captivité, des petites conférences historiques, et puis il réfléchit déjà à ce que sera l'après-guerre. Il ne doute pas que la France gagnera, mais il sent très vite, pendant sa captivité, que cette victoire risque d'être une semi-victoire si on n'écrase pas définitivement le danger allemand. Et ces lettres de l'époque sont très intéressantes, parce qu'elles sont à la fois pleines de confiance et pleines de doute. Pleines de confiance dans le fait qu'on peut battre l'Allemagne, son instinct patriotique le lui dit, et pleines de doute, parce qu'il a peur qu'on ne tire pas tout le profit nécessaire de la victoire, et que la France n'en sorte pas suffisamment forte pour éviter un retour de la guerre. C'était une période décisive. Il a essayé de s'évader un certain nombre de fois, au moins 5 fois. 5 fois sont véritablement historiquement validées, mais un petit peu plus. Et c'est peut-être l'occasion de raconter un épisode qui est peu connu. C'est que quand il sera en poste à Metz avant la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle visitera le tournage de ce film extraordinaire de Jean Renoir qui s'appelle La Grande Illusion et qui raconte la vie d'un camp de prisonniers pendant la Première Guerre mondiale, où il y a un personnage joué par Jean Gabin, qui est un homme du peuple, et un personnage d'aristocrate joué par Pierre Freinet, le capitaine de Boieldieu, dans une forteresse du même type que celle, Ingolstadt, où De Gaulle sera enfermé notamment, et où le commandant du fort est un officier allemand de belle classe, joué par Erich von Stroheim. Et Pierre Freinet, dans ses manières, dans sa façon de se comporter, à la fois de manière assez racée et avec un léger snobisme, on dit, ceux qui ont participé au tournage du film et qui ont vu que De Gaulle avait joué le rôle d'une sorte de conseiller un peu historique, on dit que Pierre Freinet s'est un peu inspiré des manières et du style de Gaulle. Un camp de prisonniers, ça sert à s'évader. Qu'est-ce que vous en pensez, Rosenthal, vous qui êtes un sportif? Lui? Ah, il est né à Jérusalem. Voilà, c'est intéressant à raconter parce que l'histoire se télescope et c'est aussi l'occasion, quand je parlais du temps qui s'écoule et du temps que De Gaulle ressent comme perdu, entre le tournage de La Grande Illusion et la période où De Gaulle est prisonnier, il ne s'écoule que 20 ans. 20 ans pour nous,
même quand on est jeune, c'est rien, Ouais, 20 c'est ans. rien. C'est rien. Et donc, voilà. Et Renoir fait ce film parce qu'il est pacifiste et parce qu'il sent que la guerre va revenir. Et il montre à travers La Grande Illusion la grande communauté humaine que peut être un camp de prisonniers, officiers, sous-officiers, hommes de troupes, etc. Donc De Gaulle, le caractère de Gaulle va se former, à mon avis, de cette manière. À la fois, il va réfléchir, ressasser un petit peu les souvenirs de l'histoire. Et puis, à mesure que la victoire approche, depuis sa captivité, il voit qu'elle va être une victoire incomplète. Et il l'écrit dans des lettres à sa famille. Je pense que vraiment, beaucoup de choses se sont jouées. Il n'aurait pas été celui qu'il a été ensuite s'il n'avait pas connu cette longue claustration, cette longue frustration dont il va vouloir se libérer par l'action au service de la France et par toute l'histoire de sa vie. C'est pour ça que j'ai écrit dans mon livre au début que sa vie est un fil tendu. Et je pense que le fil se tend paradoxalement pendant cette captivité où il est condamné à l'inactivité. Le fil se tend parce qu'il se dit, il voit le destin qui se dessine pour lui et il voit qu'il ne faut pas perdre de temps. Alors on reviendra justement sur l'action à partir des années 30 où tout va commencer à s'accélérer pour De Gaulle. Mais avant, évoquons les années 20. Et c'est ce que vous disiez, il y a un petit côté visionnaire ou prophétique de Gaulle sur cette période. Comme vous le disiez, la guerre s'arrête sur le front occidental, entre la France et l'Allemagne. Pour autant, la guerre se poursuit à l'Est, entre les Soviétiques et les Polonais. De Gaulle part pour la Pologne en mai 1920. Il est d'abord simple témoin des épreuves traversées par les Polonais, et puis après, il prend part aux opérations militaires avec le général Bernard au sein du 3e bureau du groupe d'armées. Sur place, il observe la recomposition politique en Europe centrale et orientale. Dès le 30 août 1919, donc on est vraiment au sortir de la guerre, c'est pour revenir sur le côté prophétique que vous évoquiez, alors qu'il est en Pologne, il écrit à sa mère, je cite, « La certitude se précise ici que l'Allemagne remettra en question et par les armes les résultats de la guerre en ce qui concerne la France et la Pologne dès que les circonstances lui paraîtront favorables. » Que peut-on retenir du parcours de Charles de Gaulle pendant la décennie des années 20 et comment expliquer sa finesse d'analyse en matière géopolitique alors qu'il a à peine 30 ans? Sa finesse d'analyse vient de l'observation de l'histoire et de la confrontation de l'histoire à la réalité dont il est témoin. Est-ce un prophète ou est-ce tout simplement un homme dont on dit, c'est Jacques Bainville qui disait « certains hommes naissent avec les yeux ouverts ». Il y a un très beau texte de Marguerite Yourcenar, c'est ce qui s'appelle les notes sur les mémoires d'Adrien. Elle a publié une première fois cette extraordinaire biographie de romancier de l'empereur romain Adrien, et puis elle l'a réédité avec des notes préparatoires. Et dans ces notes préparatoires qu'elle publie dans les années 50, elle dit finalement, les grands hommes d'État qu'on qualifie de prophètes ou de visionnaires, en fait, ils ne font que désigner, nommer et montrer ce que tout le monde est sous les yeux. Parce qu'ils ont le courage de voir la réalité. Et en réalité, De Gaulle voit la réalité de l'Europe, le fait que la paix est inachevée, que l'Allemagne, il explique même que l'Allemagne trichera sur les réparations, il annonce tout ce qui va être la politique allemande des années 20. Donc c'est plutôt une extraordinaire lucidité, la capacité d'avoir les yeux ouverts sur le réel. C'est un homme qui a le courage de voir les choses telles qu'elles sont et de dire cela alors que plus personne ne veut plus entendre parler de la guerre. Et les années 20, c'est des années de grand pacifisme. C'est l'année où on veut bannir l'aviation de bombardement, c'est l'année du rapprochement franco-allemand, Briand-Stresemann. Enfin, il va être totalement en contre-courant de cette évolution. Il n'est pas le seul. Il y a une autre figure, à la fois militaire et politique, qui est d'une génération plus ancienne que lui, qui est le maréchal Lyautey. Et le maréchal Lyautey, à la fin de la Première Guerre mondiale, il est encore général, et il écrit à sa sœur, la guerre civile européenne, qui a été la Première Guerre mondiale, reprendra. Il le dit. On va vers une nouvelle guerre civile européenne, et lui, en plus, il explique comme facteur de cette nouvelle guerre qui viendra, le fait qu'on a détruit l'Empire austro-hongrois, qui était le seul point d'équilibre pour lui, d'une certaine forme de civilisation en Europe face au militarisme allemand. Donc, les années 20, pendant les années 20, De Gaulle est vraiment à contre-courant de l'esprit du temps. Son séjour en Pologne, d'abord comme instructeur et formateur, ensuite il participe plus directement effectivement à la guerre russo-polonaise, soviéto-polonaise, ça lui apprend aussi des choses très, très militaires. C'est là qu'il voit la guerre en plaine, la grande plaine polonaise, c'est là qu'il va vraiment prendre conscience du rôle de la vitesse et de la force de l'arme blindée en terrain découvert. Donc c'est quelque chose qui, sur le plan de sa formation militaire,
va avoir une grande influence. Et puis, voilà, il évolue. Alors ensuite, pendant cette période des années 20, il donne des cours, il enseigne, il donne des cours. C'est un homme qui a un côté pédagogue. Il a toujours aimé ça. Et il est remarqué par le maréchal Pétain, qui reste la figure un peu dominante au lendemain de la guerre de ce que j'appellerais l'establishment militaire français. Et Pétain s'intéresse, qu'il a eu d'abord comme officier quand il était commandant du 33e régiment d'infanterie à Arras avant la guerre. Pétain était colonel à l'époque. Et le Pétain, d'après la guerre de 14, est maréchal de France, c'est le vainqueur de Verdun. Et Pétain remarque De Gaulle, voit qu'il irrite beaucoup parce qu'il est un peu à contre-courant, il agace parce qu'il est plutôt critique envers les théories dominantes de l'état-major. Et donc, il va être remarqué par Pétain. C'est intéressant et il va le prendre auprès de lui pour l'aider à écrire, pour l'avoir un peu comme collaborateur. Et il va être un peu son protecteur pendant cette période. Situation qui cessera par la suite. Mais c'est intéressant de le voir puisque c'est une sorte de retour de l'histoire évidemment étonnant que tout le monde a remarqué, de voir que les deux hommes ensuite se retrouveront dans une position d'opposition pendant la guerre. Mais voilà, dans les années 20, et ça sera toujours comme ça avec De Gaulle. Je dis qu'il est à contre-courant dans les années 20. Sa carrière progresse un peu lentement, mais il est remarqué par certaines personnes déjà. Il ne faut pas avoir l'idée d'un De Gaulle qui est en rupture de banc avec tout le monde, qui est isolé, une sorte de figure un petit peu, de sorte de piti qu'on voudrait mettre de côté. Il est considéré souvent avec hostilité, il irrite, parce qu'il a son style de personnage, il est toujours sûr de ce qu'il avance, il est quelquefois un peu cassant, c'est certain, mais il est remarqué assez vite par des personnalités, et puis il va fréquenter le salon du colonel Maillère, qui est une personnalité un peu anticonformiste du milieu militaire, de la même génération que les grands maréchaux de la guerre, mais qui lui n'a jamais fait carrière, parce qu'il a toujours été très critique sur la doctrine, il a un caractère un peu tranchant, mais le colonel Maillère va l'introduire dans le milieu politico-militaire de l'entre-deux-guerres. Et puis, De Gaulle commence déjà à se faire remarquer, même si ça n'a pas beaucoup de succès. Il publie en 1924 son premier vrai livre, La discorde chez l'ennemi, qui est un livre d'une maturité étonnante. Il a 33-34 ans quand le livre paraît, il n'aura pas beaucoup de succès, il se vendra quelques centaines d'exemplaires. Et c'est un livre extraordinaire, La discorde chez l'ennemi, parce qu'en 1924, il analyse les causes de la défaite allemande de 1918. Son point de départ, c'est comment se fait-il qu'un empire aussi puissant, aussi fort que l'était l'empire allemand, se soit effondré. Ce n'est pas simplement la défaite militaire allemande, c'est le fait que l'empire allemand se soit effondré politiquement en quelques jours, voire en quelques heures. Ouais. Et ça le fascine. Et il y voit deux facteurs. Il y voit un premier facteur dont il gardera la mémoire, c'est que les politiques se sont laissés complètement conduire par les militaires, et ça, c'était une des causes de l'effondrement de l'empire allemand. Et puis l'autre idée, c'est que les sociétés politiques en apparence les plus fortes sont fragiles et que la guerre peut tuer un régime, voire tuer une civilisation. Et c'est saisissant de penser qu'il écrit en 1924, il analyse cette mécanique qui conduit l'Empire allemand comme structure politique, l'Empire, le Reich, à s'effondrer. C'est extraordinaire parce qu'en réalité, il décrit des mécaniques, il décrit des phénomènes psychologiques qu'on va retrouver à l'œuvre en France en 1940. On va voir la grande puissance française, la République française, la France de 100 millions d'habitants à la tête d'un empire qui s'effondre en quelques jours, en quelques heures. Voilà. Donc les années 20, pour lui, c'est vraiment une période de maturation extraordinaire. Dans les années 30, De Gaulle est à la croisée des chemins alors qu'il passe le cap de ses 40 ans. Après une carrière au service des armes de France, il commence à graviter dans la sphère politique. Dans ses mémoires de guerre, il écrit, je le cite, « De 1932 à 1937, sous 14 ministères », là on voit déjà la petite critique à l'égard du régime républicain, « sous 14 ministères, je me trouvais mêlé sur le plan des études à toute activité politique, technique et administrative pour ce qui concerne la défense du pays. » Dans les années 30, en effet, De Gaulle commence son initiation à la vie politique telle qu'elle se pratique à l'Assemblée nationale, à la présidence du Conseil et dans les ministères, ce que Pierre Lefranc nommera son ENA, entre guillemets. En quoi peut-on dire que le parcours politique du général de Gaulle débute dans les années 30 et comment peut-on résumer sur cette décennie des années 30 l'évolution de ses liens avec le maréchal Pétain, à qui il doit une partie de sa carrière et effectivement des relations qui vont se dégrader au fur et à mesure que les années passent? Alors, il faut mentionner peut-être pour mémoire que pendant une période assez courte, mais de 2 ans et demi, je crois, il est en poste au Liban, où il s'occupe de renseignements militaires. Il part au Liban
C'est la seule fois d'ailleurs qu'il a. C'est pas quelqu'un qui voyage beaucoup, il n'a pas fait de carrière coloniale, mais il part au Liban avec sa famille, notamment, c'est intéressant de le signaler sur le plan psychologique, parce qu'il a besoin de gagner un peu plus d'argent, d'indemnité d'expatriation, parce qu'il a pris le parti de garder sa fille trisomique avec lui, et ça coûte de l'argent, quoi. Donc c'est un homme qui aura, tout le monde le sait, qui n'aura jamais de fortune, qui ne sera jamais intéressé par l'argent, mais il a besoin d'un peu d'argent, et une des raisons qui le font partir au Liban, c'est l'expatriation, ça lui permet de gagner un petit peu d'argent, et ça va lui permettre donc sa situation familiale qui est compliquée de la rendre un petit peu plus solide. Et cette période de Liban est intéressante, d'abord parce qu'il fait du renseignement militaire, et puis parce qu'il commence à rôder un peu son discours public, et il y a un très beau discours qu'il fait à l'université de Saint-Joseph, qui s'adresse à la jeunesse libanaise, parce qu'il remplace la personnalité qui devait s'exprimer au dernier moment, au pied levé, et c'est De Gaulle qui fait le discours. Il s'adresse à la jeunesse libanaise, et en réalité, quand on relit le discours aujourd'hui, il ne s'adresse pas qu'à la jeunesse libanaise, il s'adresse à la jeunesse d'une manière générale. On dit toujours que De Gaulle ne savait pas parler à la jeunesse, parce qu'on déforme à cause de mai 68 a posteriori, mais en fait, il s'adresse à la jeunesse de son propre pays, et c'est une exaltation du dévouement, du sacrifice, et de la prévalence absolue que doit avoir l'intérêt public sur les soucis personnels et les intérêts personnels. C'est un discours très politique que De Gaulle fait, et je trouve que le discours qu'il fait à Saint-Joseph, à Beyrouth, cette année-là, il est vraiment à relire parce que tout De Gaulle y est entier. Alors il rentre en France, il va être affecté au secrétariat général de la Défense nationale, et son travail va être de réfléchir à la préparation de l'organisation de la nation en temps de guerre, donc il va être en plein dans la réflexion militaire. Et effectivement, c'est une période où à la fois il fait son travail au SGDN et où en même temps, il commence à publier une série de livres et à prendre contact avec des personnalités politiques. Alors il va publier en 1932 Le fil de l'épée, qui est une réunion de plusieurs conférences qu'il a faites et qui est une sorte de portrait du chef. Et quand on le lit, on voit qu'en filigrane derrière le chef militaire, il y a le chef politique et qu'il y a déjà une pensée sur le pouvoir et sur l'exercice des responsabilités qui est déjà très affirmé. Alors il insiste, c'est un lecteur de Bergson, il insiste sur le rôle de l'intuition, de l'instinct et du caractère, disant que l'intelligence n'est pas une vertu en soi, ni une vertu suffisante. Donc Le fil de l'épée, c'est un livre qui est encore très lu aujourd'hui, y compris dans certaines écoles de management, parce que c'est un portrait du commandement. C'est une sorte de portrait du chef et une description psychologique de ce que doit être le commandement, qui a gardé une sorte de pertinence extraordinaire. En 1934, il publie Vers l'armée de métier, qui est un livre extrêmement important parce que c'est là que pour la première fois il va développer son idée de l'arme blindée, l'idée que la guerre qui se prépare va être une guerre de mouvement et que donc il faut une force blindée autonome et mobile et il faut sortir du schéma où les chars sont éparpillés et appuient l'avance de l'infanterie. Il faut constituer une force blindée mobile, autonome et capable de frapper en certains points du front de manière rapide. C'est exactement ce que l'armée allemande va faire. Et c'est ce qu'il a vu peut-être aussi en Pologne. Voilà. Et on sait aujourd'hui, de manière certaine, que les Allemands lisent. Vers l'armée de métier va être traduit en allemand, va être vendu à 10 000 exemplaires en Allemagne, et on sait que ça a influencé les idées du général Guderian, parce qu'à la même époque, il y a une école un peu similaire en Allemagne. De Gaulle n'a pas entièrement inspiré la stratégie allemande de 40, mais il a eu une influence, au point d'ailleurs que le livre sera retiré de la vente à un moment donné. Et on sait, par le général de Boissieu, le gendre de Gaulle, qu'au moment où les Français, les Alliés se sont emparés de Berchtesgaden, Vers l'armée de métier était dans la bibliothèque d'Hitler. Donc, c'est un livre très important parce que c'est là que sa doctrine militaire, véritablement, commence à se faire connaître. Et c'est l'époque, 34-35, où grâce au colonel Mayer, mais aussi grâce au contact politique qu'il noue, il commence à être connu du milieu politique et il cherche l'homme d'État qui va pouvoir porter ses idées. Parce qu'il voit que le risque de guerre approche, avec le nazisme, l'arrivée au pouvoir d'Hitler, la remilitarisation de la Rhénanie, il sent que le temps est compté et il faut absolument réorganiser l'outil militaire français. Il ne faut pas s'arrêter à la doctrine simple de la ligne Maginot et donc une sorte de front où les blindés sont éparpillés un petit peu de manière non concertée, non cohérente.
Donc il veut absolument qu'on réorganise l'outil militaire français de manière urgente, donc il cherche, et il va trouver, après avoir rencontré beaucoup de personnalités politiques, socialistes, de la droite, de droite, un peu, il voit beaucoup de monde, mais finalement c'est Paul Reynaud qui va être celui qui va porter ses idées, qui va tenter de les porter, qui va organiser le rendez-vous avec Léon Blum, président du Conseil. On ne peut pas dire que les idées de De Gaulle soient totalement inconnues et que De Gaulle soit totalement marginal. Ces idées commencent à être connues, elles ne sont pas toujours prises en compte, mais il a une véritable influence. Et comme il commence à avoir un peu d'influence et une personnalité littéraire connue, jusque-là, il a été édité chez des éditeurs relativement modestes, même si Berger-Levrault est un bon éditeur militaire, mais en 1938, il publie La France et son armée chez Plon, à partir d'un texte dont certains éléments avaient été préparés par lui pour le maréchal Pétain et devaient former une histoire du soldat par Pétain. Mais comme le livre ne se faisait pas, De Gaulle reprend ses billes, reprend les textes qui portent sa plume, et il va vers son propre texte, qui va dédicacer d'ailleurs à Pétain, dont il va dédier à Pétain, et ça va être un motif de brouille, parce que Pétain estime que celui qui était sa plume n'aurait pas dû... C'était une commande. Voilà, il était resté lié à son maître et à son chef et à son protecteur, et De Gaulle, très nettement, il y a des discussions pas directes, mais qui se font par l'intermédiaire d'un officier qui travaille pour Pétain, il y a une explication très directe, où De Gaulle dit en substance que maintenant, il n'a plus de compte à rendre à Pétain, il a sa propre œuvre, il a sa propre carrière d'écrivain militaire, et que voilà, déférent, respectueux, mais on voit que De Gaulle, maintenant, vole de ses propres ailes, et ça restera quelque chose entre eux. Je ne dirais pas que c'est une brouille, mais c'est intéressant de voir comment celui qui a été un peu son protecteur dans les années 20 constate avec un peu de stupéfaction et d'irritation que le disciple, entre guillemets, est devenu un maître et prend une place croissante dans la pensée militaire et déjà politique du moment. Donc c'est une forme d'émancipation pour De Gaulle un an avant que la guerre éclate. C'est ça. Vous parliez effectivement du différend entre De Gaulle et Pétain sur le plan finalement purement littéraire, ce qui peut être étonnant avec le recul de l'histoire. Et également, vous évoquiez Paul Reynaud, ce qui nous amène à la décennie des années 1940, et plus particulièrement le 6 juin 40, De Gaulle est convoqué à Paris par Paul Reynaud. Il est alors président du Conseil, et on lui propose le secrétariat d'État à la guerre et à la défense nationale. Il apprend le 17 juin la démission de Paul Reynaud, son remplacement par le maréchal Pétain, alors que ce dernier appelle à cesser le combat le même jour, donc le 17 juin. De Gaulle lui répond le lendemain avec son célèbre appel du 18 juin. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. De Gaulle fonde la France libre. Par sa détermination, il impose la France dans le rang des vainqueurs en 1944. Il claque la porte du gouvernement en 1946 et fonde un parti qu'on considère d'opposition à l'époque, le Rassemblement du peuple français, le RPF, qui connaît immédiatement un grand succès, tant aux élections de 1947 que celles de 1948. Que peut-on retenir de son action à la tête de la France libre, puis à la tête de l'opposition entre 1947 et le début des années 50 ? Alors c'est le grand cycle de l'histoire. Quand De Gaulle part le 17 juin 1940 pour Londres, il rompt avec le gouvernement, avec l'orientation qui est celle de l'armistice. Il rompt avec son milieu d'origine, qui est le milieu militaire, et il est seul. Il est avec son aide de camp Geoffroy de Courcelles, dans l'avion qui l'emmène à Londres. Il est avec l'envoyé de Churchill, le général Spears. C'est un acte totalement déraisonnable. Il est convaincu que la guerre n'est pas perdue et qu'il va pouvoir, lui, en attirant à lui des soutiens le plus vite et de manière la plus durable possible, il est convaincu que la guerre n'est pas perdue et qu'il peut, lui, emmener la France avec lui. Alors c'est déraisonnable, ça paraît déraisonnable aujourd'hui, c'est une sorte de... Il y a quelque chose de, sinon de christique, du moins de chrétien dans cette idée que l'espérance, on dit souvent l'espérance, c'est quand il n'y a plus d'espoir. C'est l'espérance, la certitude que cette capacité qu'il a et qu'il partagera avec Churchill de voir que c'est une guerre mondiale et que donc la défaite française en France même,
Ce n'est qu'une étape dans une guerre qui va devenir mondiale. Il est convaincu qu'elle deviendra mondiale, que les États-Unis entreront en guerre. Et donc que rien n'est perdu. Paul Reynaud, ce qui est extraordinaire, et c'est un épisode qu'il faut quand même très rapidement évoquer, lorsqu'il entre au gouvernement, vous l'avez dit, au début de juin 40, il y entre parce qu'il force la porte. Paul Reynaud, qui était son soutien, hésite. Et c'est lui qui écrit à Paul Reynaud pour lui dire « Vous devez me faire entrer au gouvernement. Vous devez me donner un poste au gouvernement parce que rien n'est perdu. On peut encore... » De Gaulle s'est battu à la tête de son unité blindée. Et là, il veut être dans le cœur politique du gouvernement au moment où tout semble déjà perdu. Il pense qu'on peut encore agir sur les choses, empêcher justement la logique qui conduira à l'armistice, essayer de convaincre le gouvernement qu'on peut continuer la lutte en se repliant, peut-être avec l'Empire. Et donc, il intime quasiment l'ordre à Paul Reynaud, une lettre un peu rude. On lui dit, si vous ne voulez pas, vous m'avez soutenu, mais si vous ne voulez pas, en substance, perdre la face aux yeux de l'histoire, vous devez me nommer. C'est pour dire que De Gaulle ne se contente pas de jouer des circonstances, il les provoque. Parce que si Paul Reynaud, qui cède, ne l'avait pas nommé sous-secrétaire d'État à la guerre, et on se doute bien que De Gaulle n'y entre pas par ambition personnelle à ce moment-là, s'il n'avait pas nommé De Gaulle sous-secrétaire d'État à la guerre, De Gaulle n'aurait jamais rencontré Churchill pendant ces jours de juin, il n'aurait jamais connu Churchill et rien n'aurait pu se produire. Donc c'est quelqu'un qui force le destin parce qu'il est convaincu. Et effectivement, il va y avoir toute l'épopée de la France libre, qui est une histoire d'une richesse extraordinaire, hein, qu'on ne peut pas détailler ici. Mais je crois qu'il y a deux éléments importants à avoir en tête dans cette période qui va de juin 1940 à la libération et au combat pour la libération complète du territoire, puisque la guerre ne s'arrête pas avec le débarquement de juin ni le débarquement de Provence, elle s'arrête. Les dernières poches allemandes en France ne seront vraiment libérées que juste avant l'abdication, la défaite du Reich en mai 45. Cette épopée incroyable, traversée d'événements, de rebondissements, où De Gaulle a pendant longtemps beaucoup de mal à s'imposer à ses propres alliés, aux États-Unis de Roosevelt, Churchill, qui n'est pas toujours avec lui d'une parfaite honnêteté ni loyauté. Dans cette épopée extraordinaire, il y a une chose qui anime De Gaulle, qui fait que les Américains ne l'ont pas compris. Les Américains voulaient voir en De Gaulle un militaire qui allait les aider à mettre progressivement la France et ses forces militaires telles qu'elles subsistaient dans la guerre à leur côté. De Gaulle, pour lui, il ne s'agit pas seulement de libérer la France, il ne s'agit pas seulement de retrouver la liberté et de libérer la France de l'occupation allemande, il s'agit de reconstruire la France. Pour lui, ça ne sert à rien de gagner la guerre si c'est pour repartir vers les erreurs d'avant la guerre, si c'est pour renouer, comme certains voudraient le faire avec la Troisième République, comme s'il ne s'était rien passé. Il veut bâtir une France nouvelle. C'est aussi le projet de nombreux résistants qui sont à ses côtés. Et c'est ça que Roosevelt n'a pas compris. Et pourtant, De Gaulle lui écrit en 1942. Il lui explique. Il ne comprend pas ce que De Gaulle lui dit. C'est que la France libre, c'est une mystique. C'est l'idée que la France a perdu en 1940 parce qu'elle a trahi ses principes, parce qu'elle a cédé à la faiblesse et qu'il faut qu'elle ait un vrai régime, qu'elle reparte comme État souverain. Et il dit à Churchill, le monde a besoin d'une France souveraine parce que la France est une terre de civilisation dont la puissance et la présence au monde est nécessaire à l'équilibre du monde. Et c'est pourquoi il va entrer à la Libération, quand il dirige le gouvernement provisoire, en conflit avec les partis politiques traditionnels ou les formations politiques qui sont nées de la résistance, parce qu'il voit qu'il n'arrive pas à faire passer ses idées constitutionnelles. Mais l'œuvre du gouvernement provisoire, dont nous célébrons ces temps-ci l'anniversaire, l'œuvre du gouvernement provisoire entre 1944 et le départ de Gaulle en janvier 1946, c'est extraordinaire. L'œuvre, il reconstruit l'administration française, on crée la sécurité sociale, enfin, il y a une œuvre colossale, mais il n'arrive pas à faire valoir ses idées politiques, sa conception des institutions. Il part en janvier 1946 parce qu'il est en conflit avec les partis politiques là-dessus, et la constitution de la 4e République, telle qu'elle va être adoptée, est tout à fait contraire à ses vues. C'est une constitution qui reproduit, en les aggravant par certains côtés, les défauts de la 3e République. De Gaulle est républicain, mais il ne veut pas d'une république ultra-parlementaire, il veut d'une république équilibrée avec un exécutif fort et avec une capacité à conduire les affaires de l'État et de la France dans la durée. Et donc, comme la constitution de la 4e République est contraire à ses idées, il va, pendant la période des années qui suivent, fonder dans un premier temps un mouvement, le Rassemblement du peuple français, qui est dédié à ses idées,
mais qu'il va mettre en sommeil au bout de quelques années, malgré des succès électoraux notables au début, parce qu'il sent que la 4ème République tient bon, elle a une société solide, elle a des institutions administratives solides que De Gaulle, d'une certaine manière, lui a données, et il voit que le RPF, les gens qui sont au RPF avec lui, sont tentés de participer au pouvoir, donc il met son mouvement en sommeil, et ce sont les événements les événements d'Algérie qui vont le ramener au pouvoir. Mais ce dont il faut être conscient, j'ai beaucoup parlé du temps, et il faut le reparler du temps ici. Tout ça est très court, entre De Gaulle qui part du pouvoir en janvier 1946, et le moment où il revient en mai-juin 1958, il s'écoule 12 ans. Ouais, 12 ans, c'est rien. C'est Et très pourtant, vite. pendant ces 12 années, on le sait, par certains de ses discours, et surtout par ses écrits, par ses lettres, par les témoignages de ceux qui travaillent avec lui, comme Georges Pompidou, qui est son directeur de cabinet à l'époque du RPF, on sait qu'il est tenaillé par l'angoisse, parce qu'il voit que le temps passe et que la 4ème République échoue sur le plan international. La guerre d'Indochine, l'expédition de Suez qui est un fiasco, et puis surtout la guerre d'Algérie qui est en train d'entraîner le pays vers le désastre économique et financier et vers la guerre civile avec le risque d'un putsch militaire. Donc De Gaulle est tenaillé pendant cette période par le temps qui passe et avec l'idée qu'il vieillit, qu'il ne sera plus capable, qu'il n'aura plus le temps de redresser le pays. Ouais. Avant d'évoquer la décennie des années 50, faisons un petit rétropédalage sur 1944, son discours de Bayeux. Donc de retour en France le 14 juin 1944, De Gaulle prononce pour l'histoire son célèbre discours de Bayeux. Que peut-on retenir de ce discours et plus généralement, quel lien Charles de Gaulle a entretenu avec la Normandie au cours de sa vie? Alors en fait, il y a deux discours de Bayeux. Il y a un discours de Bayeux qui est au moment de la libération, enfin au moment après le débarquement, et qui est un discours assez classique, où il parle beaucoup effectivement de la Normandie. Et puis il y a un deuxième discours de Bayeux qui est en 1946, il n'est plus au pouvoir, et où il revient, mais où il parle des institutions et de l'avenir des institutions. Donc en fait, il y a deux discours de Bayeux, mais celui où il parle vraiment des institutions, c'est celui de 1946. 1946, ouais. Je pense que le lien avec la Normandie, il est lié au fait que c'est une terre un peu martyre, parce que c'est une terre qui va être un champ de bataille, avec des bombardements alliés nécessaires, avec des pertes humaines terribles. C'est le lieu du sacrifice. Et pour De Gaulle, ce qui compte, ce qui fait la grandeur des régions qui composent la France, des régions historiques qui composent la France, c'est qu'elles participent au destin national. De Gaulle n'est pas régionaliste. Par contre, il sait que chaque composante de la France a une dimension historique, et la Normandie contribue, par une sorte de sacrifice humain terrible, à la nécessité de la poursuite de la guerre et de la victoire sur l'Allemagne. Par analogie, vous savez, il est venu en 1969, en février 1969, il a fait un discours à Quimper, en Bretagne, au moment où il annonçait son grand référendum, qu'il allait perdre, qu'il allait le conduire à démissionner en avril 1969. Et on cite souvent ce discours parce que dans ce discours, De Gaulle a prononcé quelques mots en breton. Il connaissait un peu le breton par sa famille. Et il a prononcé quelques mots en breton et on en a fait souvent un discours régionaliste. Mais ce n'est pas un discours régionaliste. Il fait l'éloge de la Bretagne et de son rôle historique, grande région historique française. Mais il dit ce qui fait la grandeur de la Bretagne pour De Gaulle, c'est que c'est la terre de France qui, en 1914-18, a donné le plus de vie au pays, a sacrifié le plus de vie pour le pays. C'est ça qui fait la grandeur de la Bretagne. Donc je pense que le lien avec la Normandie est de même nature. Il connaît l'histoire de la Normandie, il connaît les souffrances de la Normandie, il a des mots très beaux, comme il en aura d'ailleurs dans son autre grand discours de 1946, le discours d'Épinal pour la Lorraine et les Vosges. Il connaît la souffrance physique, charnelle des populations normandes, mais ce qui fait la grandeur de ce sacrifice, c'est que c'est un sacrifice consenti pour la nation tout entière. Et ça, c'est très important de comprendre cette logique chez De Gaulle. Ce qui compte, c'est le destin national dans lequel chaque région historique apporte sa contribution. Oui, et puis c'est ce que vous dites, il n'est pas forcément régionaliste, mais il a cette culture royaliste qui fait qu'il sait que la France s'appuie sur des provinces avec des identités fortes, et que parmi ces provinces, on a la Normandie. En 1969, ce qu'il veut, en fait, il n'est pas très départementaliste, parce que pour lui, le département, d'abord, c'est une création de la Révolution française, et c'est vrai qu'il a un peu une influence monarchiste, peut-être là-dessus.
Il en parle en 69 au moment du référendum, ressusciter les anciennes provinces. Voilà. Et puis c'est les départements. Le département, c'est les vieilles élites traditionnelles qui ne l'aiment pas. La région, pour lui, c'est quelque chose de plus vivant. D'abord parce que c'est nourri par l'histoire, et puis parce que c'est là qu'il va pouvoir, pense-t-il, en 69, trouver ce qu'il appelle, le terme n'est pas galvaudé à l'époque, les forces vives, c'est-à-dire la jeunesse, les étudiants, les universitaires, les familles, les syndicalistes, en fait tout ce qui est le cœur vivant de la société, c'est les régions. Mais toujours au profit. D'ailleurs, quand il prépare le texte qui va être soumis au référendum en 69, avec Jean-Marcel Jeannet, qui est chargé de préparer le référendum, qui est ministre, à un moment donné, il voit dans le texte préparé par Jeannet le mot « le territoire de la région ». Et De Gaulle le fait corriger, il dit non, la région n'a pas de territoire. Il n'y a qu'un seul territoire, c'est le territoire de la France. Donc, c'est intéressant. de ce point de vue-là, il n'y a pas d'ambiguïté. On arrive donc à la décennie des années 50, qui est, comme les années 20, en fait, une période de transition entre deux étapes pour De Gaulle. Au début donc, des années 1950, les élus gaullistes, c'est ce que vous disiez, sont dans l'opposition. Ils s'allient ponctuellement avec notamment le PCF. On se rappelle de la mise en échec de la communauté européenne de défense en 1954, notamment. Donc, dans le cadre parlementaire, c'est cette ligne-là qui est tenue. Mais c'est ce que vous disiez, le parti perd la moitié de ses suffrages au fur et à mesure que les années passent dans la décennie 1950. Et donc le parti est mis en sommeil le 13 septembre 1955. De Gaulle se retire alors à Colombey-les-Deux-Églises et rédige Mémoires de guerre. C'est le début de ce qu'on appelle la traversée du désert, qui durera finalement uniquement 3 ans. Que peut-on retenir des événements que traverse De Gaulle au cours de cette décennie des années 50, avant son retour en politique à la faveur de la guerre d'Algérie, et peut-être évoquer aussi les liens particuliers avec Pompidou. Je pense que notamment aux mémoires inachevées de Pompidou, où on voit toutes ces discussions qu'ils ont ensemble entre 1947 et 1958. Notamment, Pompidou, dans ses mémoires, évoque l'hypothèse d'un coup d'État contre la 4ème République, qui est écartée tout de suite par De Gaulle, qui rappelle que le régime tombera certainement par les événements, donc il faut être patient, et effectivement, les événements viendront en 1958. Alors, juste pour revenir sur l'aspect RPF et Communauté européenne de défense aussi, en fait, l'opposition à Communauté européenne de défense traversait un peu toutes les formations politiques. C'est intéressant parce qu'on retrouvera un peu les mêmes clivages au moment de Maastricht, dans les années 90 et sur l'Europe. Ce n'est pas seulement les gaullistes et les communistes, il y a aussi à gauche un certain nombre de personnalités qui trouvent que c'est un projet un peu bancal, on est quand même quelques années seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui n'est pas viable. Le RPF, dans l'esprit de De Gaulle, n'est pas un mouvement de droite, c'est un rassemblement, le rassemblement du peuple français, et le RPF aura une implantation importante dans le milieu ouvrier, et ça c'est un souci que De Gaulle gardera. Il ne fera jamais considérer qu'il est un homme de droite ou de gauche, lui considère qu'il faut voir au-dessus des partis, et que c'est le rôle d'ailleurs du président de la Ve République de regarder au-dessus des partis. Mais effectivement, il y a une partie des élus RPF qui vont être tentés par aller, comme disait De Gaulle à l'époque, à la soupe. Voilà. Et donc, justement, il ne veut pas que la mystique qui est à l'origine, puis c'est un terme qui est important pour De Gaulle et qui est un terme de Péguy, que la mystique qui est à l'origine du rassemblement du peuple français dégénère dans une politique politicienne. Ça, c'est son angoisse et il le refuse. Effectivement, il part, il met le mouvement en sommeil. Pompidou va le quitter à ce moment-là parce qu'il en a un peu assez, il va aller travailler chez Rothschild, mais il va rester un peu en réserve pour De Gaulle. Les deux hommes sont très liés. Pompidou est arrivé au cabinet de Gaulle à la Libération parce qu'il a voulu y aller. Il s'est fait recommander par ses amis qui étaient au cabinet de Gaulle. Et De Gaulle l'a remarqué très vite. Ils vont être très proches. Pompidou est l'homme qui arrange les choses, c'est-à-dire c'est celui qui règle pour De Gaulle, à l'époque du RPF, les histoires dont De Gaulle ne veut pas se mêler. C'est quelqu'un d'un grand homme de confiance qui établit des rapports avec les milieux financiers. Voilà. Et il restera donc très proche de Gaulle. Effectivement, il y a la période, la traversée du désert stricto sensu, c'est la période qui suit la mise en sommeil du RPF et qui est très courte et qui nous conduit jusqu'aux événements d'Alger. De Gaulle a toujours refusé l'idée d'un coup d'État.
Ça avait été envisagé par certains membres de son entourage au moment du RPF. Il dit non, non, nous sommes républicains, coup d'État, etc. Mais il est quand même très angoissé, effectivement, par le fait que la 4ème République enchaîne échec sur échec et que la guerre d'Algérie devient un poison qui conduit non seulement à la faillite de l'État, mais à un risque de guerre civile très sévère. Effectivement, les événements vont lui permettre de dénouer les choses, plus l'action sur le terrain d'agents gaullistes très actifs en Algérie, qui s'assurent qu'en Algérie, De Gaulle aura des soutiens. De Gaulle représente une forme d'espoir. Il n'y a pas eu de coup d'État en mai-juin 58, puisque De Gaulle a été investi comme dernier président du Conseil de manière tout à fait régulière. L'homme qui va jouer un rôle très important pour dénouer la crise, c'est le président de la 4ème République, René Coty, qui va en quelque sorte mettre tout son poids dans la balance en disant que si les partis politiques n'acceptent pas De Gaulle, mais De Gaulle devient président du Conseil, il s'assied au banc du gouvernement, il y a une photo où on le voit avec ses lunettes, on sent qu'il est un peu au supplice, parce qu'évidemment il n'est pas du tout à l'aise, et très vite il va préparer, mettre en chantier la constitution de la 5e République, de manière avec un comité consultatif constitutionnel, ça va être préparé par des juristes et des personnalités politiques de la 4e. C'est un texte un peu de compromis par certains côtés, le texte de 58. C'est pas du tout un texte qui sort entièrement armé du cerveau de Gaulle ou de Michel Debré, qui va être son garde des Sceaux. C'est un texte qui prend en compte toutes sortes de données. Et je cite souvent comme exemple ce fait qui est peu connu, c'est que le fameux article 49.3 de la Constitution qui fait toujours débat, c'est une idée non pas de Gaulle, mais de Guy Mollet, qui avait été président du Conseil et CFIO de la 4ème République, et qui gardait le souvenir cuisant de ce qu'avait été son rôle de président du Conseil quand il cherchait à imposer des décisions, à faire prendre des décisions urgentes par son gouvernement, et que ses ministres disaient « Ah, il faut qu'on aille en parler à notre groupe avant ». Situation qu'on connaît dans d'autres démocraties aujourd'hui, comme en Allemagne, et qui fait par exemple qu'à des moments de crise décisifs, Angela Merkel a mis très très longtemps à pouvoir prendre des décisions importantes sur le plan stratégique, alors qu'Emmanuel Macron, qui avait une chaîne de commandement beaucoup plus courte, pouvait lui prendre des positions beaucoup plus vite que l'Allemagne. Je dis ça parce que comme on cite toujours en exemple les autres en disant qu'ils ont la culture du compromis, il y a des situations où il faut aussi avoir une autre culture que celle du compromis, qui est la culture de l'action et de la décision. Donc voilà, et De Gaulle en fait revient au pouvoir, certes dans un contexte un peu agité comme l'homme du recours, mais il revient au pouvoir dans les règles constitutionnelles et il va faire adopter par le peuple, par référendum, comme ça avait été le cas pour la Constitution de la 4ème République, c'est pas une chose nouvelle, la Constitution de la 5ème République. Voilà. Certes, il a bénéficié d'un contexte d'agitation et de la peur de la guerre civile qui fait que les dirigeants de la 4ème République, d'une certaine manière, se sont résignés à l'idée du retour de Gaulle, mais avec l'idée que De Gaulle serait une sorte d'homme providentiel qui s'effacerait le moment venu ou qu'on pousserait à s'effacer une fois que la situation aurait été réglée. Oui. On en vient aux années 60, qui va certainement être le thème le plus frustrant de notre entretien, parce que résumer en quelques minutes cette décennie qui est une vraie décennie dorée pour la France, ça va être très compliqué, mais tentons le challenge. Donc De Gaulle gouverne le pays, c'est ce que vous disiez, à compter du 8 janvier 59, et en 10 ans, il va faire de la France une puissance mondiale incontournable dans le concert des nations. Soucieux de moderniser l'État et de rendre l'économie du pays plus compétitive, il fonde une nouvelle monnaie adaptée à la réalité économique et sociale du pays. Avec le nouveau franc, l'État disposera d'une monnaie nationale de référence mondiale qui retrouvera en 1963 une cotation équivalente à celle du franc or précédant la Grande Guerre. En 1966, c'est presque l'apothéose, la Banque mondiale classe la France au rang de deuxième puissance économique mondiale, derrière les États-Unis évidemment, mais devant le Japon et la Grande-Bretagne notamment. Comment peut-on synthétiser cette décennie, tant sur le plan des réformes intérieures que sur le plan extérieur de la diplomatie française? Alors, c'est une décennie extrêmement riche, effectivement, mais à laquelle De Gaulle est préparé. En fait, c'est comme si la 4ème République avait été une parenthèse fâcheuse, mais une parenthèse de 12 ans. De Gaulle reprend le travail sur le métier là où il l'a laissé en partant du pouvoir en janvier 1946. Il avait fait une forme de révolution sociale avec la création de la sécurité sociale, les nationalisations d'un certain nombre d'entreprises. Il avait créé le commissariat au plan qui était destiné à structurer la politique industrielle et de grands équipements de la France. Il avait rénové complètement l'administration. Et donc il arrive au pouvoir, il revient au pouvoir en 1958,
il a tous les outils qu'il a forgés en 1944-1945, y compris le plan, il va les reprendre, mais simplement là, il bénéficie désormais de ce qui lui a manqué, ce qu'il n'a pas pu faire à l'époque, c'est des bonnes institutions politiques. Il lui manquait, non pas le couronnement, mais il lui manquait ce qui devait faire tenir debout tout le système qu'il avait commencé de bâtir, toute cette révolution profonde qu'il avait lancée en 1944-1945. Et donc là, il a les bonnes institutions politiques, la constitution de la 5e, mais pour autant, donc il va pouvoir se lancer dans les grands chantiers de redressement de la France, redressement financier, vous l'avez dit, redressement économique, redressement politique et international, mais ça ne va pas être une promenade, parce qu'en réalité, entre son retour au pouvoir en 58 et son départ du pouvoir en 69, ces 11 années, les premières années sont très dures. C'est des temps d'angoisse, le début, parce qu'on ne sait pas, la guerre d'Algérie est là, on ne sait pas si De Gaulle va arriver à sortir du bourbier algérien, il va être l'objet d'attentats, enfin il y a même une sorte de danger physique qui pèse sur sa personne. Donc la période 58-62 est difficile, il faut mettre en place les institutions, il faut terminer la guerre d'Algérie. C'est ce qu'il va faire dans des conditions assez dures, parce qu'à partir de 61, il y a le putsch des généraux en avril 61, et De Gaulle, du coup, précipite les choses et précipite le départ d'Algérie. Le putsch des généraux a été une épreuve capitale, parce qu'il a vu que l'Algérie devenait un boulet qui entraînait la France au fond et qu'il ne pourrait pas faire le grand redressement qu'il envisageait. Donc il arrive à mettre un terme au putsch des généraux et il termine la guerre d'Algérie relativement vite et dans des conditions évidemment qui vont entraîner, il en est conscient, de grandes souffrances pour les Français d'Algérie. Mais pour lui, il faut absolument clore le dossier algérien parce que si la France reste embourbée en Algérie, il ne pourra pas faire le reste. Il n'a pas assez de temps. Il est obsédé par le temps. Il a 60 en 62, il a 71, bientôt 72 ans. Et pour l'époque, c'est considéré comme un grand âge et il se dit, aurais-je le temps? Donc en fait, c'est à partir de 62 simplement qu'il va vraiment avoir les coups des franches pendant quelques années seulement. Et pour avoir vraiment les coups des franches, il fait la révision constitutionnelle de 62 qui permet l'élection du président de la République au suffrage universel direct, pour laquelle il doit affronter l'ultime guerre de tranchées des partis politiques qui, là, ne lui pardonnent pas. Autant ils avaient concouru à la création de la Constitution de 58 et à l'instauration du régime en 58-59, autant en 62, l'élection au suffrage universel direct, ils retrouvent contre lui notamment Paul Reynaud, le vieux Paul Reynaud, qui n'a pas retenu les leçons de la guerre, qui mène une guerre à De Gaulle parce qu'il est contre l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Mais De Gaulle remporte cette épreuve, soutenu par Pompidou, qui est à ce moment-là devenu son Premier ministre. Et alors, à partir de 62, il va pouvoir faire les grandes politiques d'équipement, de développement, d'affirmation internationale, puisqu'il est libéré du boulet algérien et qu'il a pu enfin asseoir les institutions pleinement, en les complétant par la révision de 62. Mais ça va être très court, parce que cette société, la société française, est derrière De Gaulle, mais en même temps, c'est une épreuve difficile pour une société qui voit la guerre s'éloigner, qui attend plus de confort, plus de progrès matériels. Il y a De Gaulle, avec sa machine extraordinaire, cet État fort, cette constitution politique forte, cette administration puissante et centralisée. Tout ça est un peu lourd, et mai 68, ça va être une sorte de réaction un peu épidermique de la société à un État qui est extraordinairement actif, extraordinairement efficace, mais qui est un peu en décalage, il arrive un peu tard, un peu en décalage avec une société qui veut respirer différemment. Et mai 68, De Gaulle l'a senti venir. Il faut bien comprendre que De Gaulle n'a pas été déstabilisé complètement par 68. Il voyait qu'on allait vers une crise de civilisation, c'est pour ça qu'il préparait un grand débat national et un référendum sur ce qu'il appelait la participation, c'est-à-dire une façon de nouer des relations directes entre l'État et la société qui ne passent pas simplement par la démocratie représentative, qui ne soit pas seulement l'affaire des députés et des sénateurs. Il avait ce projet en tête, mais il était pris de court parce que 68 a éclaté avant qu'il ait eu le temps de faire les réformes qu'il voulait faire. Et en plus, c'était un mouvement étudiant au départ, qui est devenu un mouvement social ensuite. C'était un mouvement étudiant au départ. Il était un peu désarmé parce qu'il savait se battre contre les Allemands, il savait se battre contre les généraux putschistes, il savait se battre, et avec quel regret, parce qu'il les aimait beaucoup contre les mineurs, les mineurs du Nord, quand ils ont fait leur grande grève en 63. Mais des étudiants, on ne pouvait pas faire intervenir la troupe violemment contre les étudiants. Et donc 68, c'est un moment où le régime a vacillé, non pas parce que De Gaulle a été dépassé, comme on l'a dit souvent, mais tout simplement parce que tout avait été trop vite. Tout avait été trop vite. Il allait trop vite,
avec sa planification, et la société n'arrivait pas à suivre. Et donc, il y a eu un réajustement qui va être toute l'affaire des années 70. Mais De Gaulle sort triomphant de l'épreuve de 68, puisqu'il fait la fameuse sortie à Baden-Baden, revient et reprend le contrôle du pays et de la société, après avoir beaucoup hésité à partir. Mais quelque chose s'est cassé, s'est passé. Mais pendant sa dernière année de pouvoir, justement, comme il en est conscient, il veut relancer la machine, il veut faire un grand référendum, il veut créer les régions pour que ce soit un lieu de débat, de dialogue entre la société et l'État. Il veut transformer le Sénat en une sorte de chambre reliée directement à la société. Donc il veut une grande réforme constitutionnelle qui lui permet de préparer son grand projet de participation. Et il veut aller vite, parce qu'il est vieux, il approche de 80 ans, il a peur de ne pas avoir le temps, il veut aller vite, il va trop vite. Et donc son référendum n'est pas bien compris. On ne comprend pas. Ceux qui travaillent avec lui voient qu'ils veulent gagner, mais ils ne comprennent pas ce que De Gaulle a en tête. Cette réforme des régions, cette réforme du Sénat, mais qu'est-ce qu'il a en tête? Il fait un grand projet de loi qui est soumis à référendum. Il rédige, je pense, lui-même l'exposé des motifs qui va être envoyé aux Français, qui est une copie de philo, où il parle du monde qui vient, il parle d'un monde où le travail humain va connaître de nouvelles formes d'aliénation à cause des technologies. Il parle d'un monde où les idéologies vont disparaître et où le capitalisme sera confronté à ses propres contradictions. Quand on le relit aujourd'hui, c'est extraordinaire, parce que le monde qu'il décrit, c'est le monde dans lequel nous vivons. Oui, bien sûr. Il le décrit en 69 et personne ne comprend. Et donc il perd le référendum de peu, alors qu'il a près de 80 ans, que son fidèle Georges Pompidou, il lui en voudra un peu, il lui en voudra même beaucoup, s'est déjà déclaré comme candidat à sa succession. Donc la droite conservatrice se dit, si De Gaulle s'en va, ça ne sera pas le chaos, puisqu'il y a un homme tout à fait adapté pour le succéder, qui en plus vient du sérail gaulliste. Donc, et malgré ça, il n'a pas été loin de le gagner, le référendum de 69, à près de 80 ans, mais il le perd, et évidemment, dans la logique qui est la sienne depuis toujours, à partir du moment où il n'a pas la confiance expresse et large du peuple français, il estime qu'il ne peut pas continuer sa mission, il démissionne. Ouais. On en arrive sur effectivement les dernières années de Gaulle, et c'est ce que vous disiez, en fait, ça va, quelque part, c'est un peu comme ce qu'écrit Chateaubriand sur la France et Napoléon. Napoléon va trop vite pour la France, et quelque part, De Gaulle, au XXe siècle, va trop vite pour la France aussi. Il perd effectivement de peu son référendum de 1969, et donc il se retire à Colombey et se consacre pleinement à ses mémoires d'espoir pour théoriser notamment le gaullisme à l'attention des générations futures. Il meurt un an plus tard chez lui d'une rupture d'anévrisme, le 9 novembre 1970. Il est enterré le 12 novembre à Colombey, dans la plus stricte intimité. Pour autant, une grande cérémonie est organisée le jour même à Paris en présence des chefs d'État du monde entier. Quel bilan peut-on tirer des années de De Gaulle, et que peut-on retenir de ces mémoires d'espoir malheureusement inachevées? Les mémoires d'espoir, c'est un témoignage assez extraordinaire, parce que c'est à la fois une sorte de testament politique, inachevé effectivement, et en même temps c'est une sorte de pédagogie. Il essaie de laisser aux Français le témoignage de ce qu'il a voulu faire. Et ce qu'il a voulu faire, c'est doter la France d'une armure institutionnelle qui lui permette d'affronter les crises. De Gaulle, c'est ce qu'il dit en 69, c'est ce qui habite toute son existence. De Gaulle pense que les sociétés civilisées sont fragiles. Il pense que les démocraties sont fragiles. Il l'avait expliqué déjà dans la discorde chez l'ennemi. Il pense que les régimes sont fragiles et que le monde est dangereux et qu'il va l'être de plus en plus. Et donc, pour affronter ce monde dangereux, la France a besoin d'institutions fortes et d'un État fort. Le début des Mémoires d'espoir, c'est une ode à l'État. Il dit que c'est lui, c'est l'État, c'est-à-dire le politique, bien structuré, qui n'est pas soumis aux partis politiques, et l'administration. C'est l'État qui est en charge de la France, de son histoire et de son futur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Tout le monde critique l'État aujourd'hui, et notamment l'administration. Pour De Gaulle, c'est le cœur vivant du pays, parce que c'est ce qui fait tenir le pays dans les crises. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut parler aujourd'hui dans un moment où le débat politique est un peu minable et où on oppose étatistes à libéraux. De Gaulle, il n'est ni étatiste ni libéral. Il dit simplement, l'État, c'est en quelque sorte, c'est la charpente. C'est la charpente de la construction de la cathédrale qu'est la France, qui est une cathédrale politico-administrative. Donc il faut que cette charpente soit puissante et forte. Donc ça, c'est le message des Mémoires d'espoir.
Et il y a des choses sur le régime des partis qui sont extraordinaires. Et De Gaulle dit il sera toujours tenté de revenir et ce sera toujours fatal à la France. Ce n'est pas du tout un homme de la démocratie, des coalitions, démocratie de compromis, parce qu'il sait que dans les périodes de crise, on le disait tout à l'heure, il faut décider vite, il faut trancher. Donc il faut des institutions qui permettent de décider vite et qui décident de trancher. Et il nous laisse beaucoup de choses. Il nous laisse des institutions qui sont abîmées, mais qui continuent quand même, dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Les institutions montrent encore des ressources. Et on voit d'ailleurs l'imagination des professeurs de droit constitutionnel qui conseillent le gouvernement actuel et qui arrivent à trouver dans la Constitution des ressources infinies pour essayer de garantir une certaine stabilité politique alors qu'on est dans une situation épouvantable. Il nous laisse l'image une image de la politique dont on devrait s'inspirer aujourd'hui, c'est-à-dire le président de la République, c'est l'homme du pays. Ce n'est pas l'homme d'un parti, ce n'est pas l'homme des intérêts, c'est l'homme du pays. Et il ne peut véritablement jouer son rôle d'homme du pays que s'il bénéficie d'un lien de confiance étroit avec le peuple. Et ce lien de confiance, le référendum est là pour le vérifier. On ne fait plus de référendum en France depuis le référendum européen il y a 20 ans. Et si on ne fait plus de référendum, c'est parce que les politiques n'osent plus en faire. Donc, on voit que notre régime ne marche plus que sur une jambe. De Gaulle est là pour nous rappeler qu'il était fait pour marcher sur deux jambes, qu'il était fait pour respirer avec deux poumons, c'est-à-dire la Chambre, l'élection de l'Assemblée et le recours au référendum. L'article 3 dit que les deux sont les deux modes d'expression au même niveau de la souveraineté nationale. Donc il nous lègue un mode d'emploi de la politique et de la Constitution dont on devrait plus s'inspirer. On voit que la Constitution conserve des ressources, mais on a un peu perdu la culture constitutionnelle et institutionnelle de De Gaulle. Et il nous laisse aussi une façon de conduire la diplomatie et d'assurer notre défense qui est extraordinaire. La presse anglaise, il y a peu, disait quel dommage, lorsqu'il y a eu les premières déclarations de Trump sur ses rapports avec l'Europe, on a vu des gens de la BBC dire quel dommage que nous n'ayons pas écouté De Gaulle dans les années 60. Quand De Gaulle disait il faut que la France et l'Europe assurent eux-mêmes leur défense, qu'ils puissent compter sur eux-mêmes, parce que certes l'alliance américaine est importante, mais disait De Gaulle en février 68 à l'école militaire, nous ne savons pas qui gouvernera les États-Unis dans 20 ans. Et il faut toujours, et il dit, la France doit avoir sa propre défense, son système de dissuasion, elle doit pouvoir compter sur elle-même si un jour ou l'autre, ses alliés lui font défaut ou ne sont pas à la hauteur des événements. Donc il nous laisse ça, il nous laisse, et Emmanuel Macron s'en sert, il est de tous les chefs d'État européens celui qui d'abord a cet instrument de politique internationale capital qui est la dissuasion nucléaire, et surtout, il a une chaîne de décision très courte. C'est le seul en Europe à pouvoir prendre des positions très rapides sur des questions internationales. Alors, il le fait plus ou moins bien. Ça, c'est une affaire d'opinion pour nous, et il le fait avec un degré de confiance plus ou moins grand du peuple. Mais il a cet outil, et c'est une force pour la France aujourd'hui. Donc, De Gaulle nous a laissé cela, et puis il nous a laissé beaucoup de... Il est vivant à travers des choses qu'on a un peu oubliées, mais qui sont présentes dans notre patrimoine génétique. Le fait que la France ne doit pas avoir une diplomatie alignée sur celle des autres, qu'elle doit toujours avoir une diplomatie un peu dépendante. Le fait que la politique industrielle, ce n'est pas quelque chose nécessairement à jeter. Et une culture qui est très malade, très atteinte, mais qui reste vivante quand même dans l'administration, chez beaucoup de gens en France, l'idée que ce qui fonde une démocratie, une civilisation démocratique, c'est la prévalence absolue de l'intérêt public sur les intérêts privés. Les intérêts privés doivent toujours passer après les intérêts publics. C'est une notion un peu atteinte, puisque maintenant tout le monde fait de l'intérêt général, paraît-il. Mais il nous a laissé quand même ça, qui vient du fond de l'histoire. Et donc je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de Gaulle, non seulement parce que nous vivons encore, même si elles sont abîmées dans les institutions qu'il a façonnées, parce que nous bénéficions aujourd'hui, en période de crise, d'outils que nous envient les autres démocraties, et que si on essaie de réfléchir un petit peu à ce qu'a été l'histoire de la Ve République, eh bien, il faut hésiter beaucoup avant de s'enfoncer dans ce qu'on appelle la démocratie des coalitions, du compromis, parce que je pense que là, on perdrait les atouts institutionnels et psychologiques que De Gaulle nous a laissés. Bien sûr. On en vient à notre dernier thème, c'est celui de l'héritage, qu'on a déjà un petit peu abordé. On a coutume de dire que le dernier acte gaulliste est venu du refus, enfin l'un des derniers en tout cas, est venu du refus de Jacques Chirac de participer à la guerre en Irak en 2003 aux côtés des Américains.
Le discours de Dominique de Villepin à l'ONU cette même année est également considéré comme un chef-d'œuvre aligné sur les idées d'indépendance nationale théorisées par De Gaulle. Vous en parliez justement de l'indépendance tout à l'heure. En quoi peut-on considérer que le gaullisme reste une boussole politique toujours d'actualité? Alors, on en a déjà un petit peu parlé. Je pense que c'est peut-être pas le gaullisme, parce que le terme de gaullisme renvoie à un phénomène politique partisan, à des formations politiques voilà, auxquelles De Gaulle, d'ailleurs, avec lesquelles De Gaulle gardait toujours de la distance. Je dirais plutôt l'héritage gaullien. Je pense qu'à défaut d'être gaulliste, qui est ambigu, on peut être gaullien. Gaullien dans la façon d'envisager, effectivement, l'attitude de la France au moment de la guerre en Irak. On peut dire que ça participe d'un certain esprit gaullien, ce qui pourtant n'avait pas été la valeur dominante de la présidence Chirac, puisqu'il est l'auteur de la dissolution de 97, qui était tout ce qui est de plus anti-gaullien. Pour le coup, la dissolution de confort, ce n'était pas du tout la gaullien. Je ferai une petite nuance sur le discours Villepin, etc. Il y a beaucoup... Je distingue la position française, qui était très cohérente, et le discours. Il y avait quand même un côté assez rhétorique, puisque vous savez que Dominique de Villepin a dit « je viens d'un vieux pays », etc. Un vieux pays d'un vieux continent. Et le ministre anglais lui a répondu « moi aussi, je viens ». Et ça me permet de dire quelque chose qui, à propos de De Gaulle, qui est un peu oublié. Souvent, on dit que De Gaulle, et notamment ses grands discours, Mexico, Phnom Penh, le Québec, c'était de la rhétorique. Ben non, ce n'était pas de la rhétorique, parce que ça correspondait à ce qu'il faisait. Quand il fait la tournée en Amérique latine, il y a le discours de Mexico, mais il fait toute une tournée dans les pays d'Amérique latine, épuisante d'ailleurs. Il va être observé et suivi par la CIA, et la CIA fait des rapports au président Johnson en disant finalement, il n'attaque pas tellement les États-Unis. Ils ne comprennent pas du tout ce qui est en train de se passer. Mais parce que De Gaulle, son propos, ce n'est pas d'attaquer les États-Unis, c'est de dire aux différents peuples d'Amérique latine, nous avons une culture en commun, vous êtes une sorte de prolongement de l'Europe, nous sommes des civilisations chrétiennes et latines. Et en fait, il leur parle pas de... C'est pas faire un pied de nez aux États-Unis qu'ils cherchent à faire, c'est pour ça qu'ils n'ont pas compris du tout, les Américains. Ils ne cherchaient pas à faire un pied de nez aux États-Unis, ils cherchaient simplement à dire, ce qui est important dans les civilisations, c'est ce que Simone Weil, celle de la guerre, la philosophe, appelait les gouttes de passé vivant. Il disait, ce qui fait une civilisation, c'est ce qui la singularise, ce qui la relie à sa langue, à sa tradition, à ses traditions intellectuelles, à sa culture. Le discours de Québec, c'est la même chose. C'est pas de la rhétorique, c'est pas vive le Québec libre pour faire de l'effet et embêter la couronne d'Angleterre ou les États-Unis. S'il dit vive le Québec libre, le discours du Québec libre, c'est une exaltation de la culture d'une nation, d'un peuple. Ce que De Gaulle refuse, déjà dans les années 60, c'est ce qu'il va appeler un jour la mondialisation, ou plus exactement la globalisation, c'est-à-dire l'universel arrasement. C'est ce que De Gaulle dénonce. Et donc, ce n'était pas de la rhétorique. Ce que De Gaulle l'a encore annoncé dans les années 60, c'était ce qui nous menaçait, c'est-à-dire l'universel arrasement, la globalisation, la disparition des cultures, l'américanisation du monde. Voilà. Et donc, il faut toujours s'en souvenir parce que on a tendance, quand aujourd'hui on essaie d'être gaullien, à faire de la rhétorique. De Gaulle ne faisait pas de la rhétorique. Il parlait du réel et il agissait. Il ne se contentait pas de parler. Oui, et le discours de Phnom Penh, par exemple, effectivement, enfin, comme vous évoquiez celui de Mexico ou de Montréal, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la rhétorique, on est sur du concret, sur la position occidentale. Ben oui, il essayait d'expliquer aux États-Unis qu'on ne peut rien contre un mouvement qui est celui d'un peuple, d'une nation ou d'une culture. Voilà, et c'est pour ça aussi qu'il avait compris qu'il fallait quitter l'Algérie, parce que ce n'était pas une guerre classique. C'était pas, voilà, voilà, il croyait au mouvement profond des civilisations. Et donc, ce n'était pas de la rhétorique. Et ça, moi, longtemps, quand j'étais plus jeune, j'avais une certaine distance vis-à-vis de De Gaulle, parce que je trouvais que sa politique étrangère des années 60 était justement un peu rhétorique, il en prenait à ses aises avec ses alliés, c'était facile d'en prendre à ses aises avec ses alliés. J'en suis revenu, parce que j'ai relu ce que disait De Gaulle, et surtout les années ont passé, j'ai vu le monde dans lequel nous sommes tel qu'il évolue. Je trouve que De Gaulle, j'ai complètement revu mon jugement sur De Gaulle, et c'est parce que j'ai travaillé sur lui, et non pas parce que j'ai été une sorte de gaulliste fanatique avant de travailler sur lui, c'est parce que j'ai travaillé sur lui, je trouve que De Gaulle, et ce qu'il disait, ce qu'il a fait, c'est étonnamment vivant aujourd'hui, pour peu qu'on veuille le lire, l'écrire et le comprendre.
Ben, ça sera la conclusion de notre entretien. Merci. Merci beaucoup Arnaud Tessier pour cet entretien. On a essayé en une heure de résumer une vie, 80 ans de vie, et puis quelle vie quand on Et parle quelle vie, oui. c'est ça, de celle de Charles de Gaulle. Juste pour conclure, la page Histoire de France 2.0 va fêter ses 10 ans l'année prochaine, en 2026. Que pourriez-vous souhaiter à la chaîne et auriez-vous un petit mot à l'attention de nos abonnés? Eh bien, écoutez, la chaîne, je lui souhaite un grand avenir, beaucoup de succès, beaucoup d'un public le plus nombreux possible, parce que ce qui manque tragiquement à la société française actuellement, c'est la culture de l'histoire. C'est-à-dire, l'histoire, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de vivant, et à travers la vie de Gaulle, je crois qu'on s'en rend compte, c'est pas des vieilleries. Il y a quelques années, quand je faisais des conférences devant des étudiants, quelquefois, les étudiants venaient me dire « Oh, mais c'est un peu embêtant, De Gaulle, c'est du passé, c'est vieux, De Gaulle, est-ce qu'on ne peut pas parler ?» Je leur disais « Mais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle date de 1789. Elle est encore plus vieille, et pourtant elle est vivante, ou elle a le mérite de l'être aujourd'hui. Et puis surtout, je crois qu'il est important de comprendre que le temps, quand on est jeune, on s'en rend moins compte, mais plus la vie se déroule, plus on s'en rend compte. Le temps est très court, et le monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux qui présente beaucoup de similitudes, même si les situations ne sont pas identiques, avec celles que notre pays a connues dans des périodes qui ne sont pas si éloignées. Donc il faut reprendre le contrôle du temps, c'est-à-dire savoir qu'il faut être à la fois capable d'agir dans la durée, de programmer une grande politique, d'avoir une grande faculté prospective, mais aussi capable de réagir dans l'urgence. Le temps, il faut en prendre le contrôle, il faut reprendre le contrôle du temps, au lieu de le subir et de laisser les choses se défaire. Et c'est ça, la vie de Gaulle, c'est une volonté de reprendre le contrôle du temps, parce que la seule liberté qu'est l'homme, c'est de maîtriser, de chercher à maîtriser son destin. Et pour maîtriser notre destin, nous devons, d'une certaine manière, reprendre le contrôle du temps, ne pas le subir simplement comme quelque chose d'inexorable et qui s'écoule. Et pour ça, on a besoin de l'histoire, parce que l'histoire, c'est quelque chose de vivant. Les passions humaines demeurent les mêmes. Ce que nous connaissons en Europe aujourd'hui, quand je pense que quelqu'un me disait, de très éclairé, me disait il y a peu de temps, mais de toute façon les questions de souveraineté, maintenant c'est purement la souveraineté numérique qui compte. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine, c'est l'histoire dans son côté le plus charnel, le plus dramatique, c'est la guerre éternelle qui est là. Donc l'histoire, c'est une leçon d'humilité, et ça permet d'aider à maîtriser le temps. Donc le travail que vous faites, c'est un travail essentiel pour la construction et le maintien de notre esprit démocratique. Merci pour cette conclusion, Arnaud Tessier. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt.